Bien, alors on va commencer donc avec la première table ronde que, si vous voulez bien, Christian, vous présidez. Et je vous laisse définir les conditions dans lesquelles vous souhaitez qu'interviennent nos participants. Oui. Merci Daniel. Donc je vais d'abord appeler à venir me rejoindre autour de cette table Eva Bartnik, qui est membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui est une francophone polonaise, et également à M. Philippe Busquin. Alors, il n'est pas arrivé. Ah, bon, donc à Emmanuel Rial. Donc, peut-être l'avantage de cette table ronde, peut-être un petit peu réduite en nombre, va sans doute permettre à deux personnalités de disciplines différentes, de pays différents. Donc, on m'a dit que Philippe Busquin ne sera pas là. Donc, de permettre à deux personnalités, effectivement, qui ont ces approches différentes, de réagir finalement sur tout ce que vous avez entendu ce matin, sur le projet de révision, sur ce que l'UNESCO en attend, ce que la Commission française propose comme axe de recherche et comme interrogation, de façon peut-être à ce qu'ils ont 7 ou 8 minutes chacun, de façon à vous permettre maintenant, d'ores et déjà, de régir ou participer finalement à cette interrogation plus générale, puisque cette première session est configurée autour de l'interrogation de la science globale, un défi pour les chercheurs, mais je crois qu'aussi on peut dire que c'est un défi pour la société, non seulement dans le travail qui est mené, qui sera mené par les chercheurs, mais aussi dans la façon dont la société l'appliquera, le mettra en œuvre et peut-être le sollicitera. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez intervenir. Voilà. 7-8 minutes, de façon à vous reprendrez la parole dans le débat, de façon à permettre un débat. Merci. C'est juste tout simple, il fallait appuyer, comme quoi la technologie, il y a encore du travail. Merci beaucoup de cette invitation et merci de me donner la parole. Donc, je n'ai pas participé aux travaux antérieurs sur la révision de la recommandation qui vous ont été, les travaux qui vous ont été présentés ce matin. J'arrive plutôt en bout de course, je dirais, puisque comme Monsieur Janicot vous l'a dit, je porte donc un projet de chaire éthique, sciences et société, dont je vous dirai quelques mots par la suite. Mais je voulais tout d'abord vous faire part d'une expérience personnelle et de quelque chose des mots qu'on a déjà entendus ce matin, et notamment autour de l'interdisciplinarité. Je voulais vous dire quelques mots autour de ça parce que de ma formation, je suis donc juriste, mais une vraie juriste, qui a fait vraiment des études de droit, et notamment du droit de la santé, et donc avec un cursus parfaitement classique, et donc ne fréquentant quand même que globalement des juristes, mais petit à petit fréquentant quelques personnes du monde biomédical. Et puis au cours de ces études, j'ai eu un intérêt certain, et qui est aujourd'hui au cœur du métier que j'exerce, pour la bioéthique. Et quand on commence à passer du droit de la santé à la question de la bioéthique, quand on est une juriste, en tout cas moi je me suis sentie un petit peu étriquée. Je me suis sentie un peu enfermée dans ma discipline et j'ai bien senti que j'avais la nécessité d'aller voir ce qui se passait chez d'autres personnes et en tout cas dans d'autres disciplines et aussi avec d'autres méthodologies que celle du droit. Et donc ces travaux m'ont conduite à fréquenter des philosophes, des sociologues. Et donc mes premières interactions se sont faites certainement avec les autres sciences humaines et sociales. Mais ce n'était pas suffisant.
Et en fait, bien évidemment, pour bien comprendre toutes les questions techniques qui se posaient, parce qu'en fait, quand on commence à parler d'innovation, quand on commence à parler de technologie, je pense que pour les juristes, la première grande question, c'est comprendre effectivement quelles sont les questions de terrain qui se posent et quels sont les moyens que l'on pourrait offrir pour qu'elles puissent se résoudre. Et donc, il faut impérativement bien comprendre ce qui se fait sur le terrain. Donc, la deuxième ouverture, quand on fait de la bioéthique, c'est celle qui va nous mener vers le monde biomédical. Donc, les sciences de la santé, les sciences pharmaceutiques, les sciences de la biologie. Et là, finalement, le dialogue est assez facile, pas si compliqué que ça, parce que toutes ces disciplines se posent également beaucoup de questions et n'ont pas beaucoup de ressources pour y répondre. Et donc, il y a une forme de complémentarité naturelle, je dirais, et d'interdisciplinarité pragmatique, de terrain, qui se met en place de manière très facile et très simple. Sauf que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que cette interdisciplinarité-là, cette interdisciplinarité de terrain, que j'ai qualifiée de pragmatique, ne répond pas finalement à toutes les questions et ne permet pas de répondre. Et donc il faut passer un cran supérieur et essayer de mettre en place une interdisciplinarité un peu plus théorique, c'est-à-dire qui va reposer sur une méthodologie interdisciplinaire qui va faire intervenir donc effectivement toutes les disciplines, mais qui va aussi satisfaire à leurs critères. Et là, ça commence à devenir bien plus compliqué. Et c'est cette expérience-là que nous menons aussi dans notre équipe de recherche, qui est elle-même une équipe interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a des travaux communs sur des objets en commun, avec des regards croisés, mais on ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'on essaye également de bâtir, de construire sur le plan théorique une forme d'interdisciplinarité. Et ça me paraît être vraiment la base de ce que nous ferons dans le futur et aussi des relations que pourront nouer les scientifiques avec la société. Il me semble que sans cet apport théorique, sans ces constructions théoriques, nous n'arriverons pas non plus à dialoguer avec la société. Donc il est impératif que nous ayons non seulement bien sûr cette interdisciplinarité de terrain pragmatique, mais que nous la confortions par un aspect beaucoup plus théorique et qui repose donc sur une démarche qui est réellement commune. C'est également ce que l'on a souhaité faire, la mise en place de cette interdisciplinarité et de cette idée d'ouverture au sein de la chaire. Donc, vous l'aurez compris, mon cœur de métier reste quand même la santé et les relations santé-société. C'est donc dans le domaine, on travaille beaucoup dans le domaine de l'innovation en santé, mais là aussi, à un moment donné, on a bien compris que c'était un domaine qui était beaucoup trop étriqué et que le domaine des sciences méritait probablement d'avoir des principes communs. Alors c'est vrai que le terrain d'étude de la santé est un terrain intéressant parce qu'il touche quand même la bioéthique, ça touche au début de la vie, à la fin de la vie, à des questions qui sont fondamentales pour la société que nous allons construire dans le futur. Mais bien évidemment, même si ce terrain est favorable et même si ce terrain est d'une expérience certaine, l'ensemble des sciences, finalement, peut également contribuer et peut également avoir un cadre qui va lui permettre de s'organiser dans ses relations avec la société. Donc partir de la santé, c'était assez facile. Et puis l'ouvrir aux autres sciences me paraissait indispensable. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une chaire qui s'intitule Sciences, éthique et société, et pas santé, éthique et société. Donc c'est beaucoup plus large que simplement la santé. L'idée de cette chaire était donc de s'ouvrir, vous l'aurez compris, sur le plan thématique, d'une part, je viens de le dire, mais également sur le plan territorial. Alors on a une réelle expertise, je dirais, dans le contexte toulousain, parce qu'on a des collaborations très fortes au sein de nos 3 universités, c'est-à-dire l'Université des sciences, l'Université Paul Sabatier, l'Université des sciences humaines et sociales, qui est l'Université Jean Jaurès, et puis l'Université droit, sciences économiques, qui est donc l'Université du Capitole. Et en fait, sur ces 3 sites de l'Université fédérale de Toulouse, et bien évidemment l'Institut catholique, mais Vincent Grégoire Delory vous en parlera tout à l'heure, on avait vraiment une réelle habitude de fonctionner
ensemble, sur des projets communs, sur des problématiques communes. Et donc, on s'est fédéré de manière naturelle autour de thématiques souvent, disons-le, liées à la santé. L'objectif de la chaire, c'est de renforcer en fait cette collaboration locale et régionale, mais d'aller bien évidemment au-delà. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a associé des centres européens, tout d'abord, donc qui avaient soit de l'expertise en matière de formation, modules de formation d'éthique des sciences en utilisant des nouvelles technologies, donc des gens qui avaient des expertises bien particulières pour nous permettre de former des étudiants, mais également les plus jeunes, j'y reviendrai. Et puis nous nous sommes aussi associés avec un certain nombre de chaires de bioéthique, donc une chaire en Espagne et des chaires en Afrique, sur le continent africain. Pour nous, en fait, cette ossature entre Toulouse, Barcelone et les pays d'Afrique était extrêmement importante, non seulement donc pour soit initier de nouvelles collaborations avec ces pays-là, soit pour les renforcer, bien évidemment, et sous l'égide de l'UNESCO, bien sûr. Un autre fondement important de la chaire, c'était aussi s'ouvrir vers ceux qui en auraient éventuellement le plus besoin et ceux que l'on estimait éventuellement lésés par la contribution à la science ou par l'accès à la connaissance. Et la chaire a donc pour ambition de mettre en place des programmes de formation. Alors je le disais, bien sûr, la personne de la CNAM nous l'a dit auparavant auprès des doctorants, mais je dirais aussi et surtout auprès des plus jeunes. Donc avec l'ambition quand même de former les scientifiques de demain, mais très en amont, c'est-à-dire notamment dans des cycles au lycée, peut-être même avant, puisque ce seront les scientifiques de demain et pas uniquement les doctorants. Deuxième population que nous souhaitions promouvoir, ce sont les femmes, et bien évidemment ça a déjà été dit. D'une part, promouvoir leur place dans les postes scientifiques, leur place dans la production de la connaissance, et puis aussi promouvoir leur accès à la connaissance, parce que malgré tout, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on sait qu'il existe des plafonds de verre et des limites. Voilà, donc c'était un petit peu ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui va sous-tendre bien évidemment la mise en œuvre de cette recommandation, c'est bien sûr cette demande de chaire et on espère qu'elle sera retenue. Mais également donc bien réfléchir aussi, puisque je suis chercheuse, aux aspects très théoriques qui devront sous-tendre en fait la mise en œuvre de toute cette recommandation et le fait que si on veut que ça fonctionne, il faudra probablement aussi promouvoir l'interdisciplinarité tant sur le plan pratique que sur le plan théorique. Merci. Merci Emmanuel d'avoir montré que la condition du chercheur concernait aussi la substance même de son activité, puisqu'il était invité à se tourner vers l'interdisciplinarité et que cette interdisciplinarité et la connaissance du terrain et le rapport avec la dimension internationale étaient des conditions nécessaires, j'allais dire, au rapport à la société dans son ensemble. Eva, donc. Vous avez la parole. Juste sur ce point, rappelez que précisément nous avons confié à l'Université fédérale de Toulouse ce projet de chaire. C'est l'Université fédérale qui regroupe plusieurs établissements. Donc l'interdisciplinarité, elle est en quelque sorte consanguine à la chaire qui va être mise en place. Et juste un mot pour ceux qui sont ici et qui ne connaissent pas la logique des chaires UNESCO. Elles ont été créées par Federico Mayor en 1992. Elles reposaient sur l'idée que les scientifiques portaient l'avenir du monde et étaient probablement les meilleurs garants de la paix par rapport au pouvoir politique. Donc c'était un acte de confiance extraordinaire dans les scientifiques. Et c'est une labellisation UNESCO, c'est-à-dire c'est une chaire académique qui existe dans une académie, dans une université, où il y a un professeur qui développe un secteur de recherche, et on lui donne la labellisation d'UNESCO. Ça n'apporte pas d'argent, ça permet d'enlever plus facilement, grâce au label de l'UNESCO, ça permet d'accéder à des financements, mais c'est une porte ouverte, cette labellisation, c'est une porte ouverte, notamment
à la coopération à l'intérieur du réseau des chaires UNESCO dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est un réseau, hein, et donc on entre dans ce réseau. Voilà. Je voudrais remercier M. Bick pour l'invitation. M'excuser si mon français sera pas parfait. Je le parle assez rarement, mais je l'ai appris assez jeune. Et je vais faire quelques réflexions personnelles et quelques commentaires aux changes proposés par la Commission française. Alors, les réflexions personnelles sont dues au fait que je fais mon doctorat à peu près au même temps que la déclaration a été faite, c'est-à-dire je l'ai fait 1 an plus tard, et je suis née en Pologne. Alors, un pays qui a été très longtemps communiste, qui a beaucoup influencé comment on percevait la science, parce qu'on trouvait que les politiciens et les pays n'avaient rien à voir. On voulait faire notre chose et qu'ils nous laissent en paix. Ça a changé pour moi, d'ailleurs, assez tard, et ça a changé comme pour la première... En 97, c'est une année très remarquable, parce que les brebis Dolly a été promenée dans la télévision, et on l'a vu, et j'ai par accident écouté une discussion française, les politiciens, les scientifiques, les éthiciens sur ça, et une femme, je ne connais pas son nom, mais elle était députée, a dit aux scientifiques, mais vous, que pensez-vous? Vous dépensez notre argent à nous, à la société, et vous voulez faire ce que vous voulez faire sans écouter ce que dit la société. Alors, pour ainsi dire, pour moi, c'était le moment que je commençais à réfléchir que la science, c'est très beau, mais c'est lié à la société, à la politique, à l'argent. Il faut dire que c'était tard dans ma carrière, mais je m'occupe de la génétique humaine depuis 20 ans. Avant, je m'occupais de choses un peu différentes qui avaient peu à voir avec l'éthique. Le statut de scientifique a beaucoup changé depuis le temps que la déclaration est arrivée. Et au moins 2 choses ont changé, et elles sont un peu contraires. La première est la globalisation et l'internalisation de enfin, elle est devenue internationale, la science, parce qu'un cours scientifique qu'on est quelque part, on y reste jusqu'à la retraite, ça n'existe presque plus. Tout le monde bouge. Et c'est très important, mais il y a une autre chose. Maintenant, un doctorant, une personne qui fait son doctorat a le statut non pas d'un employé d'habitude, mais d'un étudiant. Alors, il fait des choses importantes, il fait de la recherche, mais il est encore jeune, il est étudiant. C'est vraiment l'approche à la science est différente quand on est, disons, quand on est un poste et quand on est un étudiant. Et ce n'est pas partout comme ça. Par exemple, à l'école technique de Varsovie, la plupart des doctorants sont des gens qui travaillent et font leur doctorat. Mais dans mon domaine, où il faut rester dans le laboratoire, disons pas 28 heures par jour, mais disons une bonne quinzaine, c'est comme ça que c'est. Il y a encore une chose qui a beaucoup changé, c'est enfin 2 choses. L'évaluation externe des scientifiques est devenue beaucoup plus formelle. C'est-à-dire, il y a pour obtenir quoi que ce soit, un poste, de l'argent, une position meilleure qu'avant, il faut passer il faut être évalué, et l'évaluation avant était beaucoup plus générale. Maintenant, on compte, on fait des impact factors, on additionne, on compte les IRCH, et on perd là un peu la science. Les choses qui sont révolutionnaires ne sont pas très bien publiées d'habitude, parce qu'on ne les croit pas. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse à ça. Encore une chose, M. Bick a dit que les sciences appliquées et fondamentales, ou basic science, sont devenues plus proches. Oui et non. C'est-à-dire, dans le domaine de la génétique humaine, je crois qu'il ne faut pas donner des exemples. Chaque chose théorique aujourd'hui peut être appliquée dans 2 jours. Mais il y a toujours des sciences comme la chimie théorique, la physique théorique, et leurs applications pourront être grandes, mais peut-être pas dans les années prochaines. Il ne faut pas oublier les sciences fondamentales, vraiment.
non seulement l'évaluation externe, mais aussi la pression pour les scientifiques pour publier est devenue énorme. Et au moins dans mon domaine, ce n'est pas vrai pour la physique, ça a apporté une chose très mauvaise. C'est-à-dire tout le monde veut être les premiers et personne n'a envie de confirmer les résultats. L'effet est vraiment misérable. The Economist, qui n'est pas un journal scientifique bien sûr, mais qui publie de très bonnes choses sur la science, a rapporté que entre 50 et 60% des choses fondamentales sur les cellules cancéreuses n'ont pas pu être répliquées. Alors, c'est absolument atroce. Alors, on ne veut pas être le deuxième pour vérifier et on ne publie pas les résultats négatifs. Aussi des choses comme les clinical trials où les résultats négatifs sont très importants parce que sans ça, on ne peut pas savoir qu'il ne faut pas répéter ça. Tout ça, c'est un peu à côté de la déclaration, mais comme je dis, je voulais parler un peu de changement de la science. Et je trouve assez important. Les autres choses que j'aimerais dire, c'est plutôt quelques remarques brèves sur les recommandations de la Commission française, parce que peut-être après, je n'aurai pas l'occasion de les dire. C'est très important qu'on enseigne l'éthique à tout le monde, pas seulement les scientifiques, aussi les gens des humanités et des gens qui n'ont rien à voir avec la science. Parce que l'éthique, c'est l'éthique, il faut le savoir. Une autre chose que je crois, ça a été mentionné ici, est le fait que les sciences ne sont plus maintenant des petites îles, les biologues ici, les chimistes là-bas, et même les arts viennent rejoindre les sciences. Un camarade à moi a une doctorante qui travaille, enfin, elle fait son doctorat chez lui et chez un professeur de beaux-arts sur l'emploi de son propre sang, des cheveux, etc. dans l'art. Et on a eu de très intéressantes conversations avec la commission éthique de l'université qui ne sait pas trop en faire. Ici, on a le droit de prendre son propre sang pour de l'art, où il faut avoir son propre, pas de quelqu'un d'autre, il faut une permission pour ça. Alors, les sciences vraiment demandent de l'éthique et l'art peut-être aussi. J'ai un peu peur de la clausule de whistleblowing, c'est-à-dire, oui, tout le monde peut faire des objections, mais j'aimerais, moi, protéger les scientifiques. Dans mon pays, si quelqu'un ne veut pas qu'on élève des brebis transgéniques dans une ferme avoisinée, il faut dire qu'on ne veut pas. Mais il faut pas. Enfin, en Pologne, c'est compliqué. Je pourrais faire un discours pourquoi les GMO ne marchent pas en Europe, mais c'est une autre chose. Mais si on dit que quelque chose est mauvais, ne doit pas être fait. Je viens d'un pays communiste. Alors, les petites lettres que M. Kowalski n'était vraiment pas un bon membre du parti, c'est bien connu. Alors, il ne faut pas répéter des choses comme ça. Il faut vraiment bien justifier ça. Il faut que quelqu'un les regarde d'un œil froid et pas qu'il faut voir si ce scientifique a fait ou n'a pas fait quelque chose de mauvais. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Récemment, j'ai lu qu'il y a eu en Suède une histoire vraiment atroce d'un chirurgien qui a opéré les trachées et c'était vraiment l'éthique, tout là, ça n'a pas marché. Mais il faut faire attention. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est les serments de scientifiques venant d'un pays communiste. Pas les serments qui sont proposés par des instances quelconques, mais peut-être vous m'excuserez, mais mon passé, mon pays a cessé d'être communiste en 89 et c'est pas si longtemps que ça. C'est tout, merci. Merci Eva d'avoir montré aussi que les liens entre la science et la société ne sont pas toujours heureux et qu'il faut effectivement qu'il y ait ce regard croisé. Jean-Philippe Busquin vient de nous rejoindre. Je crois que c'est un bon moment puisque nous avons entendu deux approches un peu de deux expériences de disciplines différentes, de terrains différents, de pays différents. Et je crois que c'est bon, à un moment où nous avons là quelqu'un qui a été
commissaire européen chargé de la recherche, de nous donner peut-être un peu à travers son expérience, Daniel Janicot a dit de régulateur, comment il voit aujourd'hui cette science globale, le défi qu'elle pose pour les chercheurs, mais aussi pour l'ensemble de la société. Madame Ferrou tout à l'heure disait que le CNAM a vocation à mettre en avant la science comme un facteur d'innovation et de développement économique, ce qui la place dans une dimension, je dirais, sociétale et aussi politique. Donc, avec votre expérience, comment voyez-vous aujourd'hui la façon dont se pose cette dimension globale de la science? Merci. Merci beaucoup. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais mon Thalys qui m'amenait de Bruxelles est arrivé avec 1h30 de retard. Voilà. Il y avait une rame devant nous qui est tombée en panne, donc les technologies ne sont pas encore parfaites, même si ça aide beaucoup pour venir entre Bruxelles et Paris. Mais donc, je vous remercie de cette invitation. Je me réjouis aussi de l'initiative prise par la commission francophone de l'UNESCO, française de l'UNESCO. Je suis membre de la commission francophone belge, je suis d'ailleurs le président de cette commission, et j'ai travaillé j'ai été membre de la commission jusqu'il y a peu. Et donc, au niveau de la Commission mondiale d'éthique des sciences et technologies, le sujet a été déjà abordé dès 2009. Et nous souhaitions vraiment qu'il y ait une mise à jour de cette recommandation de 1974. Alors, c'est très bien que maintenant le Conseil de l'UNESCO a accepté cette idée et que le travail était d'ailleurs préparé par, entre autres, au niveau de la Commission mondiale d'éthique des sciences et technologies, par Marie-Hélène Parizeau, qui m'a demandé d'une certaine manière de la remplacer aujourd'hui, parce que Marie-Hélène Parizeau, qui est la nouvelle présidente de la Commission mondiale d'éthique des sciences et technologies, a fait justement un rapport sur cette recommandation et a dégagé quelles étaient les lignes de force. Alors pour ma part, puisque vous souhaitez que je parle un peu de mon expérience, j'ai été commissaire européen à la recherche et donc à l'époque, en 2000, j'avais lancé déjà, ce qui n'existait pas au niveau européen, la relation entre la science et la société. Et donc, il y a des financements de recherche et de développement en sciences humaines entre la relation science et société. Et la dernière mouture du programme sciences et société au niveau de l'Union européenne, c'est la recherche et innovation responsable. Donc, c'est la responsabilité. Donc, ce concept de responsabilité du chercheur est devenu un élément important de ce programme. Et il y a des financements d'initiatives, de participation des citoyens, de formation des chercheurs à l'éthique, ce qui est une des demandes d'ailleurs aussi de l'UNESCO. Et le programme actuel de la recherche au niveau européen, Horizon 2020, finance des formations en éthique et a tout un programme sur disons, comment apprécier les projets européens en fonction de l'éthique. Et donc, tous les projets européens, maintenant, sont examinés avec une dimension éthique, ce qui est quand même, je pense, un précédent par rapport à ce qui existait dans le passé et qui met bien en avant cette vision de l'éthique du chercheur, que le chercheur soit un citoyen du monde. Et donc, il y a là toute une dynamique qui se met en place et dans les États membres de l'Union européenne et plus largement au niveau mondial avec l'UNESCO, il y a évidemment une telle démarche. Mais je voudrais mettre en évidence moi, certains aspects qui ne sont pas problématiques, mais pourraient poser question et méritent d'être approfondis. Un premier point pour moi, c'est ce qu'on dit évidemment dans le rapport, et tout, c'est que la recherche est devenue un élément économique essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, la recherche dans la société de la connaissance est un facteur assez déterminant au point de vue économique.
Et donc, dans les pratiques des choses, cela implique, dans la pratique actuelle, une démarche assez compétitive. Donc, il y a de la compétition. Il y a de la compétition entre les laboratoires de recherche pour obtenir des projets. Il faut savoir que de plus en plus, dans les États membres, au niveau européen, je parle de ce que je connais, le niveau européen, les financements se font sur base de projets. Et donc, des projets qui sont coopératifs et compétitifs à la fois. Donc, il faut qu'il y ait une coopération entre des chercheurs de différents pays, même des pays hors Europe, bien entendu, mais ces projets sont sélectionnés sur une base compétitive. Donc, premier aspect, donc le chercheur est, pour obtenir des financements, même en recherche fondamentale, est de plus en plus dans cette ambiance assez compétitive. D'où des problèmes qui peuvent se poser, c'est que la manière de sélectionner ces projets, évidemment, est normalement faite par les pairs, comme on dit, mais il peut y avoir des biais et il y a évidemment parfois des objectifs qui sont que, par exemple, au niveau européen, les programmes cadres de recherche se sont orientés de plus en plus vers ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, il y a Horizon 2020 est un programme de recherche et innovation et qui implique aussi, c'est en soi, comme tout sujet, il y a des mérites et des inconvénients, ce qui implique une plus grande collaboration avec le monde des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grands groupes de recherche, etc. Ce qui fait que les critères de choix, les critères de développement vont peut-être vers un effet retour plus immédiat. Et donc ça pose peut-être problème pour, entre autres, le financement d'une recherche fondamentale qui reste celle due aux États, mais les États en Europe ne sont pas dans une situation budgétaire très favorable et sont plutôt dans des mécanismes d'austérité. Et donc, c'est un des points clés pour moi, ça reste ce problème de financement de la recherche fondamentale. Et le financement de la recherche fondamentale implique une certaine liberté du chercheur dans le choix de ses thèmes. Or, si les problèmes se font par projet, eh bien, on oriente évidemment la recherche et on oriente... Bon, tout est une question d'équilibre, évidemment. Je ne prétends pas du tout qu'il faut ne pas orienter la recherche, mais il ne faut pas non plus que ça devienne le seul objectif. Or, il y a quand même une des tendances assez lourde en Europe sur cette question. Je pense aussi un phénomène. J'étais commissaire européen en 1999. Il y avait 90% de la recherche dans le tripôle États-Unis, Europe, Japon. Je dis bien plus de 90%. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 70%. Il y a donc eu une mondialisation, une globalisation qui en soi est une bonne chose. Je ne voudrais pas faire preuve d'européanocentrisme désuet, mais c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, la montée en puissance de la Chine est très considérable, de la Corée, Singapour, entre autres dans tous les domaines des sciences de la vie. Et donc, avec l'attractivité que ces centres font pour des bons chercheurs qui sont, disons, attirés par les conditions, pas seulement financières, mais aussi par les conditions qu'on leur octroie de possibilités de faire de la recherche. Même l'Arabie saoudite s'y met. Et elle a un centre très important avec CAX, qui est un centre qui attire des très bons chercheurs du monde entier. Donc, il y a cette modification du paysage, cette démarche, et donc on doit en tenir compte dans notre avis sur la recommandation. Donc, cette idée de faire un observatoire international est en soi une très bonne chose, parce que ça permettrait d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe
un peu plus loin de chez nous. La Commission mondiale d'éthique et des sciences et des technologies, comme la Commission internationale de bioéthique, sont des endroits de dialogue, et des endroits très intéressants, parce que ce sont des endroits où on est, pas en confrontation, mais avec des approches qui peuvent être très différentes de notre vision européenne. En tout cas, moi j'ai pu le constater, au Comité mondial d'éthique et des sciences et des technologies, il y a quand même des variétés culturelles importantes qui font que l'appréhension du problème n'est pas tout à fait la même. En ce qui concerne l'Europe, pour revenir à l'Europe, disons, il y a toujours ce travail se fait, et ici le 26 juillet, la Commission, l'Union européenne, le Conseil des ministres, sur la proposition de la Commission, a adopté la charte du chercheur. La charte du chercheur a été adoptée ici le 26 juillet de cette année par l'Union européenne au Conseil, sur proposition d'un projet que j'avais déjà lancé dans les années 2000 et qui est la concrétisation de ce qu'on appelle la charte du chercheur, qui se base entre autres sur le code qui a été établi par la Fondation européenne de la science et ALEA, avec son article 34 qui parle de la vision éthique du chercheur, et donc le code de conduite qui a été défini par l'ALEA, c'est l'Association des académies européennes de la science, et disons ce code est un document très bien fait, mais qui doit aussi être un petit peu actualisé sur certains aspects. Et là, en tout cas, c'est la volonté de la Commission européenne et du Conseil européen. Donc ça, c'est une réalité au niveau européen, cette charte du chercheur. Et c'est inspiré aussi de travaux qui doivent continuer et qui sont dans les conclusions de ce Conseil sur l'intégrité scientifique. Parce que c'est un fait qui semble de plus en plus pertinent, c'est que cette compétition fait qu'il y a des manquements à l'intégrité scientifique de plus en plus nombreux. Des problèmes de plagiat, il y en a toujours eu. Il y a eu du plagiat. D'ailleurs, le Comité mondial d'éthique des sciences et technologies, nous avions fait toute une rencontre avec des chercheurs sur cette question du plagiat. Mais aujourd'hui, on constate quand même dans des revues qui sont, entre guillemets, renommées, il y a quand même quelques problèmes sur certains articles dont on n'est pas tout à fait sûr que la vérification a été réellement établie selon les normes habituelles et scientifiques. Et donc, le problème de la vitesse de la publication est évidemment un facteur qui joue parce que il faut publier, il faut pour être reconnu, etc., pour avoir des financements, ainsi de suite. Donc là, il y a une dynamique de l'intégrité des chercheurs qui est, avec en plus la médiatisation très forte de n'importe quel article qui peut s'établir sur pratiquement des bases qui ne sont pas du tout établies, on a là un problème de relation avec la société. Parce que la société peut être, à un moment donné, influencée, troublée. Et donc, c'est de là aussi qu'il vient, dans la société, une certaine méfiance par rapport aux scientifiques. Il y a une méfiance qui s'installe un peu par rapport au monde scientifique et par rapport aux chercheurs. Donc, ça, c'est un des problèmes. Un deuxième aspect que je vois, c'est que, par exemple, au niveau européen, le niveau commissaire européen à la recherche, qui est d'ailleurs un homme que j'apprécie beaucoup, qui est M. Moedas, est, lui, très, très open science, c'est-à-dire la science ouverte, open data, etc., ainsi de suite, avec comme thème publier vite et partager vite. Publier vite, partager vite. Parce qu'il est vrai il y a des problèmes parfois, le retard des publications, etc. On a en Europe en tout cas. Et donc, M. Moedas a d'ailleurs fait des documents qui sont sur les sites de la Commission européenne, etc., sur ce thème Open Science. Ceci alors pose pour moi un autre type de problème. C'est l'évaluation des chercheurs.
parce que l'évaluation classique et presque, je dirais maintenant presque antique sur le nombre, sur les publications, les fameux indices H et des trucs pareils, ce sont des éléments qui sont quand même encore pris en considération, mais parfois d'une manière qui n'est pas tout à fait adéquate. Et donc, même aux États-Unis, il y a eu la rencontre à San Francisco sur le problème de l'évaluation des chercheurs, et tout le monde mesure, en tout cas, que ce n'est plus un paramètre suffisant que de jouer sur les nombres de publications. Et parce que on connaît pas mal de biais du système de mesure du nombre de publications. À cela s'ajoute, et je charge peut-être un peu la barque, mais quand même, à cela s'ajoute le problème qui est un peu, au niveau des décideurs, devenu un peu hallucinant, c'est les problèmes des classements. Vous avez eu les classements qui viennent de sortir. La presse en fait évidemment c'est chou gras. Moi, je viens de voir un article du Guardian britannique qui dit les universités anglaises, Cambridge n'est plus 3e, il est 4e. Bon, comme si ça avait un sens. Mais non, ça c'est l'effet du Brexit, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et donc il y a là des mécanismes qui se développent qui n'ont pas beaucoup à voir avec la connaissance scientifique et la recherche, mais qui sont une réalité politique forte. J'ai fait parfois des évaluations d'universités françaises et autres. Il est vrai que même si personne ne croit au classement, tout le monde s'en réfère. Oui, mais c'est ainsi un paradoxe. Mais partout, ce n'est pas français. En Belgique, c'est la même chose. Quand on descend de la 61e place à la 64e, c'est presque un désaveu. Donc, il y a là... Mais c'est un mécanisme que vous devez mesurer. Je suis aussi un homme politique. Pour les hommes politiques, ça a de la valeur. Parce que c'est le mécanisme populaire. Et que moi, j'ai vu les émissions de télévision chez moi en Belgique hier. C'était les classements. Shanghai, classement, mon Dieu. Bon, le Guardian, qui est quand même un journal intéressant, en fait quand même une page et constate que dans toutes les universités britanniques ont baissé de 2 ou 3 places. Comme si ça avait un sens quand on sait comment c'est fait ce genre de mécanisme. Mais les institutions, sont très soucieuses de cela. Et donc, elles peuvent réorienter leur politique de recherche, d'éducation et d'enseignement en fonction de paramètres comme ceux-là. Et donc, considérer que pour monter dans les places, il faut avoir certains des critères et donc constater que, par exemple, certains départements d'une université ne sont pas très productifs par rapport à ça. Et donc, il faut plutôt le remplacer par d'autres. Donc, il y a là une pression, qui se fait aussi sur le monde de la recherche et sur les chercheurs en particulier. Sans oublier que même en France aussi, avec vos PIA, plan d'investissement d'avenir, qui est une bonne chose, et vos IDEX, ça crée parfois, et vos LABEX, et des choses comme ça crée évidemment des tensions dans des groupes. Parce que dans une même unité, dans un même organisme, il y en a qui bénéficient de ça, et il y en a qui n'en bénéficient pas. Bon, c'est la compétition, mais ça change un peu le concept du travailler ensemble, ça change un peu, à mon avis, les perspectives. Et donc, il faut, je pense, bien mesurer tous ces éléments, parce que ce sont des éléments qui, à mon sens, parlent au monde du chercheur, parce que le monde du chercheur, pour qu'il soit un citoyen du monde, il faut qu'il soit un citoyen qui est lui-même un certain équilibre, parce qu'il n'est pas toujours, entre guillemets, menacé. Donc là, le problème du statut du chercheur est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il y a la charte du chercheur. C'est pour ça que aussi, dans certains pays, au niveau même de la Commission européenne, on prévoit même une forme de fonds de solidarité pour les chercheurs, de telle manière que la mobilité de ceux-ci ne soit pas entachée. Je me souviens, quand j'étais commissaire européen, un chercheur belge ou français qui allait au Portugal, s'il revenait dans son pays après, il n'avait même plus de droits sociaux. Il n'avait même plus droit aux allocations de base.
Donc il y avait là des banques qui, heureusement, ont été quand même petit à petit gommées. Il y a Euraccess, qui est quand même une structure de bonne communication entre Européens, mais il y a des problèmes. Alors peut-être, je ne sais pas, puisque je suis arrivé en retard, je n'ai malheureusement pas pu écouter mes autres interlocuteurs, et je ne sais pas combien de temps j'ai encore le droit de parler, une minute, quoi, ça va? Oui, parce qu'alors je voudrais... Ah bon, ça va, parce qu'il y a encore un point... D'accord, parce qu'il y a le point, c'est la relation chercheur-société. Alors ça, c'est un des points qui est aussi très important. À l'EPESC, on en a discuté, il y avait aussi les Technological Assessment, hein, les EPTA, tout ça. Comment la relation entre science et société, c'est le thème clé, évidemment, de réflexion aussi, mais je crois que le mouvement est tel que la science n'est pas, entre guillemets, un pouvoir, c'est doit être un pouvoir partagé. C'est-à-dire qu'il faut partager avec la population. Donc, la participation doit être développée. Et donc, ça, c'est le thème qui est développé maintenant dans Recherche et responsabilité. Hein, RRI, c'est vrai. Et donc, il y a des formules de plus en plus intéressantes. Quand j'étais commissaire, j'avais sur les nanotechnologies, au niveau européen, on avait quand même développé un bon dialogue. Je ne dis pas qu'en France, ça a été parfait, loin de là, parce que ça a été un peu dévié, mais à l'échelle européenne, on a fait un assez bon dialogue sur les nanotechnologies. À la Communauté mondiale d'éthique des sciences et des technologies, on a fait aussi des documents sur cela. Et donc, l'aspect de nanotechnologie avait quand même été abordé sur sa face éthique, sur sa face société, sur sa face aussi d'effets possibles sur la population, etc. Le Parlement européen est très sensible à ce genre de questions aussi. Donc, il y a une dynamique indiscutable. Et je crois que c'est important que cette dynamique se prolonge, qu'elle soit soutenue. Mais il y a quand même un petit écueil qui peut arriver à un moment donné. Et nous l'avons vécu chez nous en Belgique, en communauté francophone. Lorsque on demande que le chercheur se préoccupe à juste titre du rôle social, éthique de sa propre recherche, je pense qu'en soi, ce n'est pas négatif. Encore ne faut-il pas trop pousser le bouchon. Je m'explique. En ce sens qu'en recherche fondamentale, avoir une vision sociale et éthique de sa recherche, c'est quand même pas toujours simple, hein, en recherche fondamentale. Et donc, je crois qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, je m'explique. En Belgique, on a eu une proposition de financement de la recherche, de décret de la recherche, et des bourses pour les chercheurs, des chercheurs en recherche fondamentale, hein, financés par le Fonds national de la recherche scientifique, dont je fais partie, où il fallait, disons, la proposition du ministre, qui était très sensible, lui, à la relation sciences et société, mais d'une certaine manière, hein, parce que, pour tout vous dire, il était très orienté sur certains types de recherche, à juste titre, comme le changement climatique, mais avec des visions parfois, bon, tout simplement, par exemple, le nucléaire, ça devait disparaître. Vous avez compris quel type de ministre c'était. Donc, il était dans cette démarche-là. Et donc, il fallait, donc, dans la recherche fondamentale, essayer de voir les effets éthiques et sociaux de sa recherche fondamentale. Ça a fait une levée de bouclier chez les chercheurs, parce que je crois qu'en recherche fondamentale, on ne doit pas demander d'avoir des savoirs anticipés une finalité sociale ou éthique, sauf si on veut, hein, d'une certaine manière, plus qu'orienter la recherche, la maîtriser politiquement, ce qui est une aberration, parce que vous devez savoir quand même qu'il y a la Charte des droits fondamentaux européens, à son article 11, un point très important, l'art et la science sont libres. Art et science sont libres. Ça, c'est très important. Or, il y a parfois des restrictions à la liberté de la recherche, pour des raisons religieuses.
moi j'ai vécu ça en première ligne avec le problème des cellules souches. Donc il y a des mécanismes comme ceux-là. Il y en a d'autres, bon, si vous allez dans certains qui ne reconnaissent même plus Darwin, eh bien, vous pourriez avoir des problèmes au niveau mondial. Il y a là quand même aussi, culturellement, certains endroits ou certains problèmes qui se posent. Il ne faut pas le nier. Une certaines communautés ne reconnaissent toujours pas Darwin et sont créationnistes. C'est une réalité aux États-Unis, mais pas rien qu'aux États-Unis. Et donc, tous ces éléments-là, attention qu'on ne doit pas... C'est vrai qu'il faut que le chercheur pense à une finalité de sa recherche, certainement dans la recherche appliquée, dans ses appréciations éthiques, etc. Mais en recherche fondamentale, là, moi, je suis très, très prudent, réservé, parce que même dans ce débat, vous savez, qui s'est passé au Parlement de la communauté française, il y a eu des excès de langage où, par exemple, Einstein était considéré comme un criminel de guerre parce qu'il avait, disons, inventé la relativité générale. C'est vrai que c'est par Einstein, la relativité générale, qu'on est arrivé à E égale mc carré. Et bon, de là à traiter Einstein de criminel de guerre, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne peux pas accepter des choses comme celle-là. Et donc, il y a là toute une réflexion qu'on doit avoir. C'est vrai qu'il faut encadrer la recherche dans le sens qu'elle ait d'éthique, qu'elle ait des règles de vision sociale. Mais il ne faut pas la brider. Il ne faut pas la brider. Elle doit rester libre, parce que c'est une valeur fondamentale de l'humanité pour moi. Voilà ce qui me semble essentiel dans le débat qui a cours. Merci infiniment pour votre intervention, Monsieur le Président de la Commission nationale. J'aimerais avoir votre point de vue, c'est sous-jacent à tout ce que vous avez dit sur le transhumanisme. Ah oui, bien sûr. Dont vous êtes un grand spécialiste. J'aimerais juste avoir votre son de cloche, si vous voulez bien nous apporter votre vision de cela. Mais pour le transhumanisme, je viens de lire le livre de Luc Ferry. Oui. Bon, globalement, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une position transhumaniste, mais je ne suis pas non plus contre une recherche, un développement. Tout est une question de mesure. Un des spécialistes de la question dont Luc Ferry fait souvent état est un philosophe belge, Gilbert Otois, qui a été d'ailleurs dans la commission d'éthique et de bioéthique précédemment, et il a écrit pas mal de choses sur cette question. Alors, on doit être vigilant, ça c'est tout à fait clair, on doit suivre les choses de près, mais avec ce que je viens de dire pour terminer, je crois qu'il faut garder une recherche assez libre. Mais en sachant qu'il y a des barrières éthiques qu'il ne faudra pas franchir. Mais moi je pense que dans des pays qui ont quand même aussi des structures d'éthique, en France comme dans d'autres pays, il y a des hôpitaux, il y a des comités d'éthique, il y a des choses comme celle-là. Il vaut mieux développer dans des pays où il y a des comités d'éthique que de laisser faire ça quelque part d'autre où il y a aucun. Moi, je me souviens que j'étais voir le Coréen qui avait soi-disant fait le clonage humain. Je l'ai rencontré. Vous vous souvenez qu'à l'époque, je peux vous raconter une anecdote avec ça. Alors, à l'époque, je ne sais plus son nom, mais il y avait l'Institut en Corée qui était très spécialisé dans le clonage des animaux, qui faisait ça très très bien d'ailleurs, et qui avait fait, c'est dans les années 2002-2003, a prétendu qu'il avait fait les premiers clonages humains. Et donc, à ce moment-là, c'était une vedette médiatique assez reconnue. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, parce que j'avais été, pas spécialement pour lui, mais en Corée. J'étais dans son institut. Il m'a montré soi-disant, ce qu'il avait fait, comme quoi c'était déjà un clonage. Bon, je n'étais pas capable, parce que ce n'est pas ma spécialité, de distinguer le vrai et le faux. Mais alors après, j'ai eu une discussion avec lui, parce qu'ils étaient deux. Il y en avait un qui était alors, c'était très amusant parce que je leur ai posé la question, mais bon,
ça ne vous gêne pas, quoi. Est-ce que ça ne vous gêne pas de faire un peu œuvre de Dieu, quoi, d'une certaine manière, de créer l'homme? Alors, un était catholique et l'autre était bouddhiste. Alors, le catholique a trouvé la réponse pour lui, et c'est un catholique de Corée du Sud. Mais en tout cas, il a dit, mais bon, oui, mais il faut peser le pour et le contre. Si ça permet de diminuer des souffrances humaines, etc., pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Donc attention, il n'était pas pour un clonage reproductif, je ne sais pas, mais ça avait fait du clonage humain. Mais si ça permet de faire des tissus, etc., bon, pourquoi pas? Ça, c'est la première chose. Le bouddhiste, lui, il avait encore trouvé quelque chose, parce qu'il m'avait expliqué qu'en fait, le clonage humain, c'était la chose la plus difficile avec le clonage, je crois, du lapin, je ne sais plus. Du quoi? Chien. Ah, voilà. Il l'a fait. Voilà. Alors, les deux, c'est clonage. Alors, je lui demande, mais pourquoi ce clonage était plus difficile pour l'humain? Ah, ça, c'est la voix de Dieu. Donc, il retrouvait Dieu dans la difficulté du clonage humain. Donc, c'est pour vous montrer que, culturellement, on peut parfois adapter ces idées. Hein, parfois. Donc, moi, pour répondre très clairement et franchement à votre question, je crois que c'est un phénomène qu'il faut que nous suivions de près, de très près, mais nous ne devons pas le rejeter. Nous devons essayer de voir, chez nous d'ailleurs aussi, il y a des gens très compétents qui peuvent faire certaines choses. On a déjà fait. Alors, dans le domaine des cellules souches, l'Europe n'est pas en retard maintenant, elle n'est plus en retard. Au contraire, grâce à Bush aussi, Bush qui à un moment donné qui a arrêté. Donc voilà. Sauf que ça dépend des pays et des pays, parce que ça c'est culturellement très très important. Et là, par exemple, c'est un des regrets pour moi du Brexit, c'est parce que ce sont les Anglais qui sont les plus ouverts. Merci. Nous allons pouvoir maintenant avoir une quinzaine de minutes pour avoir vos réactions sur finalement la création du chercheur nouveau. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous devons, et jusqu'à quelle limite le chercheur nouveau doit prendre forme, si vous me permettez cette remarque. Alors, j'ai vu Claude Hurier, Jacques Bordet. Ce qui serait bien, vous présentez votre question, c'est 1 minute. Voilà. Oui, c'est pas une question, c'est une clarification de langage. On a absolument besoin, quand on va parler de liberté de chercheurs, de politique scientifique, de catégoriser les types de recherche mieux que ne l'a fait M. Busquin, qui oppose encore recherche fondamentale et recherche appliquée. On n'est pas dans une ligne à 2 dimensions qui va de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. On est dans un plan à 2 dimensions. Il y a de la recherche fondamentale dans la recherche finalisée. Il y a de la recherche fondamentale dans la recherche de curiosité pure. La recherche fondamentale est la recherche dans laquelle on se pose un problème où on ne sait pas s'il y a une réponse, donc il faut remonter au fondement de la science. Et il y a 2 sortes de recherche fondamentale. Il y a celle qui est posée dans le cadre de la curiosité pure du chercheur. Il faut absolument préserver cette liberté-là. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a aussi de plus en plus de recherche finalisée, comme vous disiez, où on veut résoudre un problème, qui soit un problème de société ou un problème posé par l'industrie. Et à ce moment-là, comme on ne sait pas s'il y a une réponse, on mobilise la recherche fondamentale. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs de recherche fondamentale, puisqu'on ne sait pas s'il y a une réponse, qui sont dans un cadre de programme dont on sait la finalité. Donc là, la question d'éthique, de liberté, et se pose de façon beaucoup plus accrue. Il n'est plus question de liberté, il est question de penser aussi à la finalité. C'est de la recherche qui n'est pas forcément pour comprendre le monde. Celle-là, Einstein avait raison, il faut comprendre le monde tel qu'il est, E égale MC2, mais c'est de la recherche pour agir sur le monde, que ce soit agir par des outils biologiques, par des outils techniques, par des outils d'armement. Et donc, dans cette recherche fondamentale finalisée, la question de la charte est beaucoup plus aiguë. Merci, Claude Hurier. J'ai écrit un article là-dessus sur l'histoire de la recherche et la stratégie, je peux vous l'envoyer si vous voulez. On vous répondra in fine, on va regrouper les questions. Claude Hurier. Mais inquiet dans la mesure où vous faites une analyse que je partage dans votre pessimisme, c'est-à-dire l'arrivée maintenant dans le domaine de la recherche, premièrement de la mondialisation, deuxièmement de l'argent et troisièmement de la compétition.
quand on a là 3 facteurs qui, si on se réfère aux derniers Jeux olympiques, entraînent des pratiques qui sont des pratiques illicites. Et ma question concerne la réponse. La réponse, à mon sens, ne peut pas être l'éthique. L'éthique, on procède par des avis, des recommandations, et d'ailleurs, ils sont rarement consensuels. Quand il s'agit, par exemple, du plagiat, le plagiat est un vol. Donc on ne va pas répondre à un vol par des recommandations de ne plus voler. Ce qui signifie que dans le vocabulaire courant des sujets qu'on aborde aujourd'hui, je suggère très fortement, y compris d'ailleurs dans l'avis qu'on devra rendre prochainement, d'associer à éthique déontologie. La déontologie, finalement, crée des obligations. Ce sont des règles imposées et si on les transgresse, il y a sanction. Mais continuer à rapprocher l'éthique de ces pratiques et de ces évolutions me paraît périlleux et vraiment tout à fait inadapté, car ce n'est pas de cette façon qu'on évitera finalement ces pratiques qui sont inscrites dans l'internationalisation, dans la compétition et dans l'argent. Alors, on prend une série de questions et ainsi vous de poser. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, je suis M. Sédo, président de la commission des programmes au Conseil des exécutifs de l'UNESCO. Je voudrais remercier la Commission française pour cette initiative qui est extrêmement pertinente. Mais ma question est de savoir pourquoi, depuis 1974, on ne fait cette révision que maintenant. Il y a tellement de choses qui ont été changées et réellement on est surpris de voir que pendant tout ce temps, personne n'a pensé à faire cette révision. La deuxième idée que je voudrais suggérer, c'est que depuis 1974, d'autres recommandations ont été adoptées par l'UNESCO, notamment la recommandation concernant les personnels enseignants de l'enseignement supérieur. Et je pense que maintenant, qui a été adoptée en 1997, je pense qu'en révisant la Convention de 1974, on doit faire le lien avec cette Convention de l'enseignement supérieur, puisque, comme vous le savez, enseignement supérieur et recherche sont intégralement liés. La troisième observation, puis je m'en tiens là, c'est que dans le monde actuel, nous retrouvons le fossé qui existe entre les pays du Nord industrialisés, les pays du Sud, et réviser et faire des recommandations dans le domaine de la recherche devrait contenir également des suggestions pour voir comment aider à combler ce fossé. Et cela rentre dans la mission de l'UNESCO d'aider à l'amélioration de la recherche au niveau mondial, aussi bien dans les conditions que dans les sujets de la recherche elle-même, de façon à ce que partout dans le monde, la recherche se fasse, qu'elle ne soit pas uniquement faite dans les pays industrialisés avec les autres pays uniquement chargés de l'application. Il faudrait que la contribution à la recherche soit réellement globale. Je vous remercie. Merci pour vos observations. Alors ici, il y avait une main ici, ensuite là. Puis... Oui, bonjour, Eduardo Westfrey, directeur de recherche. Donc, 3 petits commentaires, seulement la question plutôt à l'introduction générale et sur la nouvelle modification de la charte, de la recommandation. Donc d'abord, je ne sous-estime pas le fait qu'en 1974, c'était très important, cette déclaration, même politique, sur les chercheurs. Je crois qu'il y a eu un pas important. Je crois que dans la déclaration de l'Assemblée internationale des chercheurs qui a donné lieu à la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques en 1949 à Paris, jusqu'en 1974, il y a eu une longue période. Bon, maintenant, c'est une autre période pour la première 3 jours. Moi, je voudrais signaler 3 points que je pense qu'ils sont déjà discutés. En tout cas, une information sur ça, je verrai bien. Un, c'est la situation par rapport à la 1974, dans les conditions réussies des chercheurs scientifiques. Aujourd'hui, il faut sans doute signaler le rôle de la femme dans la science et particulièrement l'accès
dans tous les déroulements de sa carrière scientifique. Bien sûr que de plus en plus, il est considéré les conditions d'entrée et de travail de la femme dans la science, mais on sait bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations pour le total déroulement de la femme dans la vie scientifique. Le deuxième aspect, c'est le problème de l'accès à la publication. C'est un autre sujet particulier de la Convention de 1974, quand il parle de l'expression par la publication. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur le rôle des grandes compagnies et entreprises, sur les éditoriales qui régulent une bonne partie de la publication scientifique. Il y a tous les débats sur l'open access. Il y a un aspect que la UNESCO doit tenir en compte, particulièrement pour la situation des chercheurs dans les pays non favorisés, que c'est que dans les débats sur le open access, il y a des propositions de laisser gratuit l'accès à la publication à condition que ce soit les chercheurs au laboratoire qui payent l'article. Et donc ça va poser problème d'inégalité très fort entre les laboratoires et les chercheurs des pays qui sont en condition de payer l'article et qui ne payent pas. Donc ça, c'est un aspect sur lequel l'UNESCO doit sans doute veiller. Et le troisième aspect, c'est lié au problème de la démocratie. Aujourd'hui, dans le problème de la démocratie, de plus en plus, il y a des problèmes techniques et scientifiques qui sont dans la vie publique. Il ne faut pas laisser ces aspects seulement dans les mains des technocrates ou des scientifiques ou des gens qui connaissent les problèmes. Donc le problème de la culture scientifique, aujourd'hui, c'est un problème de responsabilité démocratique. D'une certaine façon, il doit être bien exprimé que les scientifiques doivent jouer un rôle dans la divulgation, dans la popularisation des sciences, dans l'explication de la science, de façon que l'avis des citoyens sur les problèmes qui se posent soit un avis qui tient également une certaine base scientifique et technologique. C'est tout. Merci. Alors, il y avait ici, et puis ensuite, il y a Madame au milieu. Et je pense qu'après, on devra arrêter les questions. Pour le moment, si vous voulez avoir une pause, sinon on peut... moi qui ai l'habitude de siéger de longues journées, je n'ai pas de problème à le faire sans pause, mais je pense que... Voilà, monsieur. Oui, merci. Donc, Patrick Montfort, directeur de recherche au CNRS et secrétaire général du syndicat national des chercheurs scientifiques, donc dans les établissements comme le CNRS et autres. Simple commentaire, puisque c'est évident que beaucoup de questions ont été soulevées déjà ce matin, et vous avez posé la question de cette globalisation. Moi, j'aimerais qu'on fasse attention, la globalisation des sciences ou de la science, elle a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est une autre globalisation. Et par rapport à la question que vous posiez, le chercheur s'est toujours considéré dans une science globale. Et il a toujours diffusé ses connaissances, à partager globalement ses connaissances, d'accord, dans le milieu. La globalisation, c'est un petit peu ce qui a été dit, je suis d'accord, le fait qu'aujourd'hui, les chercheurs sont soumis à quelque chose qu'ils n'ont pas demandé et qu'ils n'ont pas organisé. Et c'est ce qui remet en cause la liberté scientifique. C'est ce que vous avez dit aussi, M. Busquet, la façon dont aujourd'hui les États organisent la recherche. Aussi bien au niveau international, ce qui se passe en Europe se passe aux États-Unis aujourd'hui, ça se passe partout. Et la façon dont aujourd'hui on nous a mis dans la compétition, l'organisation de cette science, fait qu'on perd cette liberté de recherche. Et donc la question de responsabiliser le chercheur, oui, mais sans responsabiliser les institutions qui ont, elles, organisé cette recherche comme elle est, ça, c'est une dérive. Et donc, il faut qu'on fasse attention aussi aujourd'hui, j'étais sensible à ce qu'a dit Mme Bartnik, arriver à faire un serment du chercheur en oubliant que derrière tout ce qui est au-dessus de nous et sur lequel nous, on n'a pas accès, ce n'est pas nous qui organisons la recherche ainsi. Ce n'est pas la bonne démarche. Voilà, on y reviendra certainement parce qu'il y aura beaucoup de questions sur tout cet ensemble. Merci, il y avait Madame, et ensuite on va... Je suis désolé, mais on va... Ouais, il y avait Madame d'abord. Voilà, Madame d'abord. Bonjour, Janine Rogalski. J'étais secrétaire générale du syndicat des chercheurs scientifiques à l'époque où la recommandation de l'UNESCO est sortie, ce qui était quelque chose de très positif d'avoir une orientation comme ça, internationale, qui soit présentée. La prise en charge par les États dans le temps... Patrick Montfort vient de dire les problèmes qu'on rencontrait. Je voulais intervenir plutôt sur la question de l'évaluation des chercheurs et des publics et de la responsabilité des revues scientifiques. Ça reprend, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. Il y a une responsabilité du fonctionnement à la fois des revues scientifiques et des instances d'évaluation des chercheurs.
qui se potentialise de façon globalement, je trouve, négative, dans la mesure où ça pousse à publier et évaluer rapidement de la part des revues, à publier beaucoup et avec peu de temps pour avoir les vérifications et y compris l'acceptation par les revues de résultats nuls ou négatifs. C'est quelque chose qui diminue la qualité en fait de ce qui est rendu public de la recherche. Un deuxième élément sur ces questions d'évaluation et de publication touche à la dimension impliquée de la recherche. Je dirais plus impliquée du point de vue social que appliquée, parce qu'un certain nombre de fois, c'est une recherche qui a de sens que si elle se développe avec les personnes qui sont concernées par la question et les résultats de la recherche. Je pense à des agricultures, par exemple, ça peut être sur le territoire national français, comme dans un certain nombre de territoires qui ont des connaissances qui pourraient se marier avec des connaissances scientifiques. Et on ne peut pas dire que l'univers de la recherche facilite ça. Un élément qui ne facilite pas ça non plus, au-delà des institutions, c'est la langue dans laquelle on valorise les publications. Et ça, si on veut communiquer, on veut travailler avec la société, il faudrait quand même qu'il y ait un certain nombre de publications, y compris de publications de base, d'origine, qui soient accessibles à des gens qui ne sont pas nécessairement des anglophones qui peuvent interpréter finement les textes qui sont écrits en anglais. Parce que ça va être sur des choses qu'ils ne connaissent pas et pour lesquelles avoir un accès à la fois à de nouvelles connaissances et de nouveaux concepts dans une langue qui n'est pas la sienne. Il y a des études qui ont été faites en psychologie qui montrent que, et en sciences de l'éducation en général, qui montrent qu'on diminue les possibilités d'interaction. Et je pense qu'on a accepté un peu vite l'idée mondialisation égale une langue internationale commune est la seule. Peut-être que de la recherche pourrait financer le travail sur les traductions automatiques pour avoir des éditions, des accès bilingues sous des formes qui peuvent être différentes. Mais je pense que là, il y a des travaux de recherche qui mériteraient, à mon avis, d'être développés pour la dimension impliquée de la recherche. Merci, madame. Alors, monsieur avait une observation brève et ensuite on répondra à ces interrogations. Oui, merci. En fait, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis un petit reporter, journaliste depuis une dizaine d'années. Je vais souvent à l'UNESCO et je me demandais si le monde de la recherche peut un peu basculer si éventuellement une autre planète est habitable. Est-ce que ça va influencer les recherches? Est-ce que l'UNESCO se pose la question? Bien. Alors, on va laisser... Juste répondre au président Seydo. Nous nous connaissons de longue date et nous connaissons son implication dans les travaux de l'UNESCO. En fait, vous aurez un rôle déterminant dans les semaines et les mois qui viennent, puisque le texte de la recommandation sera soumis aux États membres de l'UNESCO. Alors, sur la question de la coopération internationale, alors, la France va prendre l'initiative, comme je l'ai dit, de la création d'une chaire UNESCO consacrée à ces questions et au suivi de la recommandation de 74. Mais je ne sais pas, nous verrons avec Madame si la question de l'observatoire est peut-être posée dans le cadre de la révision. Mais la réponse à votre préoccupation de partage et de coopération, je dirais, internationale, est peut-être dans la mise en place d'un observatoire qui suivrait en quelque sorte et associerait l'ensemble des États membres dans le développement du post, non pas humanisme, mais du post-recommandation 74. Voilà. C'est juste ce que je voulais vous dire. Merci. Donc, juste, alors une petite remarque et après je répondrai à Monsieur Hurier. Nous avons déjà eu cette conversation. Donc une petite remarque aussi concernant l'évaluation des chercheurs et
je viens de relire donc le champ d'application de la recommandation tel qu'il est formulé actuellement, et je me demandais s'il ne fallait pas vraiment mettre très clairement que ça concernait toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales. Pour une raison très simple, qui est que tout ce qu'on a dit en termes d'impact factor, etc., ça vaut effectivement pour les revues et pour les sciences biologiques, de la santé, sciences dures, etc., mais ça ne vaut pas, en tout cas pour les sciences humaines et sociales, en tout cas pas pour le droit. Ça ne vaut pas pour ça vaut pour l'économie. Alors, je vous donne un simple exemple. On nous a, nous aussi, distribué hier à l'université notre classement dans le classement de Shanghai. Et on n'était pas contents non plus. Et quand on voit comment c'est comptabilisé, on marque, par exemple, pour notre université de droit, enfin l'université Toulouse 1, en fait, ne sont comptabilisées que les sciences économiques et ne sont pas comptabilisées donc le droit et d'autres disciplines. Donc, c'est pas juste une façon de dire que les sciences humaines en sont écartées de ce comptage, et heureusement, parce qu'on serait quand même pas très bien si on devait être évalué comme ça. Mais ça veut dire que simplement le système d'évaluation, en tout cas de certaines sciences humaines et sociales, est très différent de ce qui existe dans les autres sciences. Donc peut-être que ça mériterait en tout cas d'être... Je vous précise que les sciences sociales et humaines sont citées dans la recommandation de 74. Elles le sont. Elles le sont. On veillera à ce qu'elles le soient. Je pense que, puisque vous portez sciences sociales et humaines au sein de l'UNESCO, mais elles sont citées. Maintenant, ce que vous dites est valide, c'est-à-dire que c'est une autre façon d'aborder les problèmes. Voilà, c'est ça. Et l'autre question, donc je rejoins complètement la remarque de M. Hurier, disant qu'il faut vraiment être vigilant et qu'un certain nombre de comportements sont réprimés par la loi. La fraude, le plagiat, c'est clairement réprimé par le droit. En revanche, je ne pense pas qu'il faille exclure complètement l'éthique de ces dispositifs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il existe... Voilà, il faut les deux, on est tout à fait d'accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer quand même à réfléchir sur les bonnes pratiques, se laisser aussi cette liberté, cette créativité peut-être sur savoir qu'est-ce qui est... faire la balance entre ce qui est bien et ce qui est moins bien, et laisser le droit trancher, parce qu'effectivement, au bout du compte, c'est le droit qui tranchera. Je voulais dire seulement une petite chose sur les traductions. Selon moi, ça ne vaut pas la peine. Je vais expliquer pourquoi. La plupart des choses qui sont publiées ne valent pas la peine d'être lues, même par les spécialistes. Et je crois que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Mais je voudrais vous présenter un autre moyen que je vois fonctionner vraiment extrêmement bien dans mon pays. Ce sont les blogs scientifiques. J'en lis au moins 4 ou 5. Parfois, je fais des commentaires aussi, parce que c'est pour ça que je lis. Parfois, ils font des petites erreurs. D'habitude, ce sont de jeunes professionnels ou de jeunes étudiants. Parfois, ce sont des journalistes scientifiques. Et ce sont eux qui présentent au public les choses qui valent la peine d'être présentées d'une façon qui, comment dire ça, rend les choses... mangeable pour le public. Parce que vraiment, je me rends très bien compte, et je fais vraiment beaucoup de popularisation de la science, pour dire une chose compliquée simplement, c'est vraiment très difficile. Et si on traduit tout simplement, même avec des excellents programmes, on aura quelque chose qui sera un volume additionnel qui n'est pas nécessaire et qui sera aussi peu comestible pour les gens qui voudraient comprendre quoi que ce soit. Je voudrais simplement ajouter que les sciences humaines et sociales ont des problèmes de langage. Pour simplement répondre à fait que quand on fait cette distinction recherche fondamentale et appliquée, je suis d'accord avec vous que c'est... Mais bon, il faut employer des mots. Et c'est ça le problème aussi parfois des sciences humaines et sociales, c'est qu'on emploie des mots. Et dans le problème de l'évaluation, comme vous le dites, etc., pour les sciences humaines et sociales, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'une certaine manière, on est un peu sous la domination d'un monde anglo-saxon. Et donc, les articles en français, etc., en sciences humaines et sociales, sont moins cotés, moins présents que les articles anglo-saxons. Et donc, ça joue aussi dans les problèmes de l'évaluation. Par contre, moi, je pense que l'idée de mettre la responsabilité sociale du chercheur et de la recherche fait que de plus en plus, on va vers des interdisciplinarités, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, dans des recherches, il y a des anthropologues, il y a des
des médecins. Il y a donc une interdisciplinarité beaucoup plus forte qui peut se développer à partir du moment où on a comme objectif de la science de la société. Et donc, par exemple, les physiciens, les sciences dures ont besoin de sciences humaines pour expliquer ce qu'ils font, pour dialoguer avec les personnes. Et donc, cette idée de science dans la société, je crois, permet une vision plus large que ce qui étaient les traditionnelles distinctions entre sciences dures et sciences humaines. Je voudrais sur ce point vous informer que la Commission nationale française pour l'UNESCO va créer un comité français pour le programme des sciences sociales et humaines. En effet, la France a été toujours très présente dans les grands débats des sciences sociales et humaines. Puis depuis une dizaine d'années, on peut même dire une quinzaine d'années, la France n'était pas très présente sur ce terrain-là. Or, l'UNESCO a un programme de sciences sociales et humaines qu'on appelle Management of Social Transformation, qui fonctionne plutôt bien et qui a un soutien de plus en plus important, notamment des groupes latino-américains qui sont très motivés sur cela. Eh bien, figurez-vous que la France n'avait pas de comité national pour le programme MOST. On est un des rares pays à ne pas l'avoir. Donc, je le fais créer. C'est-à-dire que nous allons. Donc, c'est Michel Vivorca qui a accepté d'en prendre la présidence. Il va regrouper une quarantaine de chercheurs français dans les différentes disciplines des sciences sociales et humaines. Et ce comité aura pour objectif d'échanger, d'être au soutien, d'apporter sa contribution aux activités de l'UNESCO dans le domaine des sciences sociales et humaines. Donc, c'est la première fois que c'est rétabli. Donc, c'était une situation très, très préoccupante. Je vous invite maintenant, pour ceux qui le souhaitent, 10 minutes de pause et nous reprendrons avec la session suivante. Merci.